The Democratic People's Republic of Korea, La République populaire démocratique de Corée, ou comme la plupart d'entre vous la connaissent, la Corée du Nord, est un sujet dont on parle au Congrès depuis au moins 4 ans. Ça a commencé au 31C3 avec Scott, un de nos présentateurs ici aujourd'hui, Will Scott, pardon, qui a parlé de la Corée du Nord à cette époque. Ce sujet a été repris les années suivantes et on a parlé beaucoup de Red Star OS et des tablettes qui s'appelaient Wulan. Cette année, on va parler du sujet un petit peu plus large des biens électroniques de consommation en Corée du Nord. Je vous présente aujourd'hui Will Scott, qui est chercheur en sécurité, et son ami Gabe Edwards, pardon. Ensemble, ils nous donneront un aperçu derrière les rideaux opaques de la Corée du Nord. Tenez un applaudissement pour Gabe Edwards et Will Scott. Merci d'être venus ici. Thank you. Great. So, merci beaucoup. Alors, pour donner un peu de perspective à cette présentation, un des mots qu'on utilise beaucoup quand on parle de la Corée du Nord, très souvent, a reason that we'll be calling this DPRK or Korea throughout. That's often the word you'll hear. Il y a une raison pour laquelle ici on parle de la République démocratique populaire de Corée au lieu de Corée du Nord. C'est un mot que la plupart des gens qui s'intéressent de près à ce sujet utilisent. Plutôt que d'utiliser le terme Corée du Nord ou Corée du Sud. Voilà, c'est juste pour mettre pour résoudre ce détail-là. Alors, on va parler de la technologie pour les consommateurs en Corée du Nord. Et c'est un sujet qui moi, me passionne. Je veux d'abord commencer par donner un petit peu de contexte. Voici le complexe de sciences et technologies qui a ouvert en 2015. C'est sur une île sur la rivière au sud de Pyongyang, dans la ville principale. C'était un projet de construction assez important qui a duré à peu près 1 an avant que ça ouvre. Dans le lobby, vous avez ces petites maquettes qui montrent à quoi ressemble le bâtiment. Et voilà le reste du lobby, de l'entrée. C'est propre, c'est moderne. Il y a une tendance à la construction là-bas qu'on peut voir de ce style-là dans la plupart des constructions modernes. Ce style qu'on retrouve, par exemple, dans le nouveau parc aquatique qui a été construit récemment. Alors, dans ce centre, c'est un genre de musée dans lequel il y a des activités interactives où les enfants peuvent venir apprendre. Il y a aussi des salles de conférences et une bibliothèque. Et quand on regarde à l'intérieur de cette bibliothèque, on peut voir plein d'ordinateurs. Il y a de la technologie là-dedans. Et une chose qui me fascine là où on en est sur notre compréhension de ce pays, c'est que si on regarde ces ordinateurs, on voit ces choses et on voit cette interface qui a l'air plutôt familière. C'est pas Red Star, c'est pas comme les tablettes qu'on a vues. C'est un ordinateur de bureau. C'est pas Windows, c'est pas Mac, c'est quelque chose de nouveau. Et quand on joue avec ça, on peut se rendre compte que c'est Android qui a été mis dans une configuration très particulière. Alors ça utilise un clavier et une souris, mais c'est quand même basé sur Android. Donc c'est une distribution qui est complètement personnalisée pour les besoins de cet endroit ou dans la Corée du Nord. Et moi, ça me fait me dire que pour toutes les choses qu'on a vues de la Corée du Nord, il y en a beaucoup d'autres qu'on n'a pas encore vues et que ça continue de nous surprendre. Alors, pour récapituler d'abord ce qu'on sait, pour commencer, on a vu Red Star OS, Red Star. Ça, c'est la version 3 qui est sortie il y a à peu près
3 ans. Enfin, ça fait 3 ans qu'on a appris que la version 3 était sortie. Il y a d'autres versions qu'on a vues qui sont sorties sur Internet. Mais on a un peu une meilleure vision de à quoi ça ressemble les ordinateurs de bureau là-bas. On a vu la version 2.5 qui ressemble à Windows. On a vu la version serveur qui fait tourner la plupart des serveurs web du pays. Et il y a quelques années, pour un autre talk au CCC, ils sont allés en Corée du Nord, ils ont fait des analyses de ça. Et après, ils ont fait des analyses technologiques de l'OS, ils ont trouvé des vulnérabilités, ils ont documenté comment passer outre certaines restrictions dans le firewall. Ils ont documenté tout ça sur Internet. Par contre, on sait moins de choses à propos du côté mobile. Voilà des téléphones Xperia. On peut voir aussi des laptops et des tablettes à vendre. L'année dernière, on a eu une présentation par Nicolas et Florian à propos de l'OS sur les tablettes. Donc ça, c'est ce qu'on va voir sur la deuxième rangée, sur cette image. Et ça nous donné un certain sens de contrôle d'information qu'il y a dans ces systèmes. Ce dont ils ont parlé, c'est comment est-ce que ces systèmes cherchent à empêcher certains types de copies de fichiers, certains transferts de données. Ils ont parlé des outils de surveillance qui sont construits à l'intérieur de cet OS. Mais on n'en sait pas vraiment assez pour vraiment mordre le sujet à pleines dents. Alors, on en sait aussi un petit peu sur l'écosystème logiciel. Ça, c'est un App Store nord-coréen. Vous pouvez aller quelque part physiquement. Ils ont ces papiers avec des tas d'images qui vous permettent de voir à quoi ressemblent les jeux. Et vous connectez votre téléphone à un système qui vous permet de transférer les jeux sur votre téléphone. Alors, on sait ces choses-là et on sait aussi surtout des anecdotes qui nous permettent d'avoir une image un petit peu plus complète. Et un des problèmes, je pense, c'est qu'il y a tous ces périphériques, mais on n'a pas vraiment encore levé le voile sur comment ça marche et on n'a pas un moyen de jouer avec les systèmes, de voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce que j'essaie d'expliquer ici à propos de cette situation dans laquelle on se trouve, c'est que on essaye de segmenter les différents périphériques dans ces groupes. On essaye d'expliquer pourquoi est-ce que les choses se sont retrouvées dans cette situation-là. Alors, c'est pas forcément facile toujours de dire pourquoi les gens font les choses comme ils les font, mais voilà, des fois on va expliquer un petit peu quand même ce qu'on pense qui a mené à ça. Donc là, vous pouvez voir une citation de Kim Jong-un qui dit les Coréens sont un peuple très intelligent, en particulier en matière de technologie. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous de notre point de vue, parce que c'est pas forcément l'image qu'on a de la Corée du Nord. Et c'est intéressant parce que la Corée du Nord n'est pas un pays qu'on voit comme technologique, c'est un pays qui rend très difficile l'accès à Internet, l'accès à la technologie pour ses citoyens. Quand on voit les systèmes qu'ils ont, voilà, c'est des systèmes qui sont très restreints, qui empêchent de copier les données, qui empêchent de transférer les données. En termes En termes de technologie, on ne sait pas très bien. Vous vous demandez peut-être comment les étrangers ont réussi à mettre leur main dessus. Eh bien, on a quelques informations et c'est très difficile d'avoir beaucoup d'informations parce qu'il y a une relation d'animosité entre le régime et les étrangers. With it. I think, in fact, there's many more devices that don't come out that way, but that are held by foreigners who are working constructively with the country. D'appareils qui arrivent chez nous, mais il y a moyen que les appareils sortent. Et je pense qu'il y a plus que ça. Il y a quand même pas mal de gens qui doivent travailler sur ces systèmes-là, mais ils se taisent et ils ne diffusent pas beaucoup d'informations parce que c'est pour les gens qui sont dans les communautés d'intelligence, etc., et qui ne veulent pas compromettre leurs sources. Ils se disent que si les choses sont diffusées, ça pourra compromettre leur accès futur à ces données.
Et un des résultats que ça a, tout ça, c'est que ça crée cette image de la Corée du Nord où le public est fasciné par ce pays qui a des technologies auxquelles on n'a pas accès. Alors, une chose intéressante, c'est que en Corée du Nord, il y a très peu d'accès à Internet, et du coup, l'effet inverse que ça a, c'est que ils n'ont pas forcément accès aux correctifs de sécurité, par exemple, et du coup, leurs systèmes sont très vulnérables. Alors, voici des exemples de systèmes. On peut voir des tablettes, des laptops. Et ce dont on va parler dans le reste de cette présentation, c'est un effort, une initiative qu'on crée sur le web qui s'appelle computercenter.org. Où on essaye de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans cette technologie. Et les trois premières choses qu'on va mettre là-bas, et on espère que les gens vont jouer avec, dans l'esprit que ça rend les choses meilleures à la fois pour la Corée et pour le monde extérieur. Pour la Corée, parce que ça leur permettra d'avoir une meilleure sécurité à long terme, et parce que je pense que les gens ici comprennent la valeur d'avoir des systèmes open source, d'avoir des yeux qui regardent le code source et qui trouvent les problèmes. Pour nous, c'est aussi une grande chance de faire deux choses. Premièrement, d'améliorer notre compréhension de leur technologie et de comment ils utilisent la technologie. Ça me permet aussi de prendre des décisions rationnelles sur comment interagir avec ce pays. Et c'est aussi un côté archiviste. C'est fascinant de pouvoir préserver des artefacts comme ça. Il y a une technologie parallèle qui a été créée en Corée, et ce serait vraiment bête de perdre ça. Donc, dans cet esprit, parlons de ce qui va arriver. Donc, il y a des liens qui sont en train d'être mis sur computerscience.org pendant qu'on parle. La première chose, c'est un dump d'un fichier. Il y a la partition système, la partition de données, pour pouvoir faire une récupération système. Ce téléphone a été choisi parce qu'il est fait par un OEM en Chine qui crée aussi le même matériel dans un modèle de téléphone indien. Donc si vous connaissez quelqu'un en Inde, vous pouvez probablement récupérer le téléphone, le GNE V5. C'est exactement le même hardware, le même matériel. Et donc ces images système, vous pouvez les installer sur ce téléphone indien et vous pourrez du coup faire tourner ce système d'exploitation et pas juste faire de l'analyse statique. Vous pourrez faire une analyse en voyant exactement ce qui se passe. Vous pourrez par exemple tester que si vous mettez une carte SIM d'un autre opérateur, le téléphone s'éteint, ce genre de choses. Vous pourrez les tester en vrai. Donc ça, c'est juste le système de base du téléphone. Il n'y a pas d'app dessus, mais ça vous donne quand même les composants du système, notamment les protections intégrées au système, par exemple toutes les protections qui viennent de Restart dont on a parlé l'année dernière. Alors, en deuxième, pour tout ce qui est apps, on va passer à autre chose. Voilà la tablette Samsung. Donc ça, c'est une des premières tablettes qui est venue sur le marché là-bas pendant à peu près probablement 2012. Donc c'était au tout début un des premiers périphériques qui a été créé pour la distribution de masse d'électronique pour les consommateurs. Et c'est tellement répandu d'ailleurs qu'il y a même une de ces tablettes dans la bibliothèque de l'université de Stanford aux États-Unis. Donc c'est du logiciel qu'on va diffuser ici, mais voilà, on n'expose personne puisque c'est des logiciels qui se retrouvent tellement partout qu'il n'y a pas vraiment de source identifiable ici. These are some of the icons. There's a nice one that has a bunch of recipes. The thing I'll say about these, icône avec un programme qui vous permet de voir différentes recettes. And this is a thing that you'll see, I think, throughout all of the software if you actually take a look at it. And so there's a lot of hard-coded paths. So as well as the APKs themselves, il y a certaines applications qui reviennent dans tous les appareils. They reference things that they expect to be in specific parts of the SD card. Tablette, those files are included, but it's unlikely that if you just copy the APK onto an Android phone, it will be able to show you much content. So it would be awesome if someone who enjoys small I wants to twiddle some paths so that those can look for internal resources instead. Quelqu'un voulait se pencher dessus, ce serait très sympa, comme ça on pourrait en savoir un petit peu plus. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces applications ont tout leur format binaire. Et c'est encore quelque chose de complètement nouveau. Quelqu'un a codé ça et c'est assez bizarre. And the final thing is we're going to Dernière release a bunch chose, of educational materials. il y a du matériel éducatif end up on these devices. Education is one of the big est sur purposes, ces appareils.
puisque ces appareils sont aussi utilisés à des fins éducatives partout. Les enfants aiment beaucoup la technologie, et une des choses utiles qu'ils peuvent faire, c'est les utiliser pour leurs cours. Au lieu d'avoir des PDF, nous avons dû travailler un petit peu pour trouver ce qu'il y a là-dessus, et je vais donc laisser la parole à mon collègue. Merci. Donc, quand j'ai commencé à me pencher sur ces livres éducatifs, on a trouvé ces fichiers. Alors, il y a certaines choses qu'on peut dire dès le début. Ils ressemblent à des PDF. Il y a certains titres qui sont en coréen ou en anglais, dépendant de ce qui est à l'intérieur. Il y a une DRM sur ces fichiers qui est assez rudimentaire, mais nous pensons que c'est un travail assez remarquable dans l'objectif que ces DRM accomplissent. Les DRM ajoutés à ces appareils ne doivent pas être accédés sur d'autres appareils. Donc, en principe, ils ne devraient pas être visibles dans d'autres pays. Les développeurs en RPDC ont parfois appliqué un chiffrage sur ces fichiers, ce qui n'est pas le cas ici. Donc je vais un petit peu vous parler maintenant de ce que nous avons fait. En regardant ces fichiers, nous avons vu que ce ne sont a priori pas des PDF. Les 8 premières lettres, les 8 premiers bytes ressemblent à des dates. Si vous voyez ici que ce fichier date de 1978, c'est impossible. Donc si vous avez une idée de ce que ça veut dire, dites-le nous. Les applications qui lisent ces fichiers ont pour l'une d'entre elles des manières de lire les 4 premiers bytes, et une d'entre elles s'appelle UDK Android Reader, qui permet de lire ces soi-disant PDF. Mais celle-ci a été modifiée. Elle a été modifiée pour pouvoir lire la DRM de ces fichiers. Nous avons pris une copie de ce programme en ligne, et nous l'avons comparé avec l'original, et l'application va chercher sur une librairie partagée pour pouvoir ouvrir le fichier en question. Nous avons regardé la copie, et jusque-là, tout va bien, mais il y a dans la version de la RDPC, de la RPDC, pardon, un fichier qui a été modifié. Voilà ce qu'on voit. C'est illisible parce que ça a été décompilé d'un ARM. Il y a ici la version originale à gauche et la version de la Corée du Nord à droite. La fonction qui devrait faire un buffer pour lire le fichier a été remplacée par une version customisée. Et cette version fait exactement la même chose, sauf que dans un cas, elle va appeler une autre fonction qui déchiffre. Ce n'est qu'à titre d'exemple. La raison pour laquelle c'est intéressant pour nous, c'est que ça nous montre que ces modifications n'ont pas été faites par quelqu'un qui a un code source. C'est une modification assez basique du fichier binaire. Quand on observe ces fonctions et ce qu'elles font, on a réussi à comprendre que la librairie partagée correspond à 512 bytes qui sont utilisés et réutilisés dans le processus de déchiffrage. Pour différents fichiers, ils sont utilisés à différents moments, et il y a une clé de 4 bytes
comes from a combination of a few bytes in the file header itself and a per device key. Combiné avec le header au début du fichier et une clé qui change à chaque appareil. At the end of the day, you want a 4-byte key, and they're generating it out of a 6-byte MAC address. Et elle est générée à partir d'une adresse MAC de 6 bytes. Voilà comment nous on l'a réappliqué. One of the weird things about it is that un des trucs bizarres, some of these devices may not actually have certains de useful ces MAC appareils addresses. n'ont pas d'adresse MAC utilisable. The MAC address it's using is actually just some hard-coded value Dans certains cas, ce n'est simplement qu'une valeur aléatoire. All the time when it reads these MAC addresses, it's really just reading some code or some text out of that system etc. L'adresse MAC est lue, mais en fait, l'appareil ne lit que une suite de chiffres aléatoires. Pour la déchiffrer, il faut prendre la clé, il faut soustraire quelques bytes, et au final, on a une clé de déchiffrage de 4 bytes. Is just that same value interpreted as an integer. Et le point de départ dans le fichier, c'est cette même valeur qui est interprétée comme un offset dans le fichier. Et ça permet de créer le pad de déchiffrement et de déchiffrer du coup le fichier. Une chose qu'on a pu voir, c'est que la plupart de ces fichiers avaient la clé pour un unique périphérique, un unique appareil, mais en regardant le code, on s'est aperçu qu'il était possible pour un fichier d'avoir les clés de chiffrement pour être déchiffrées par plusieurs appareils, même si on n'a pas vu de fichier qui utilisait ça. Alors, le chiffrement et déchiffrement, il est assez simple, il fonctionne octet par octet. On a publié un outil qui est plus complet, qui fait tout ça très bien, mais très simplement, pour commencer, vous déterminez d'où partir avec votre offset. Ensuite, pour chaque octet que vous voulez déchiffrer, vous prenez cet octet, vous soustrayez un des octets par fichier. Et ensuite, vous faites un XOR avec un de votre pad de déchiffrement. Une chose intéressante, c'est que ce processus est entièrement réversible. Si vous ne connaissez pas la clé par fichier, mais vous connaissez le texte en clair, vous pouvez faire marcher cette opération à l'envers. Ça donne ça. Qu'est-ce que ça donnerait si vous preniez... qu'est-ce qui passe si vous recevez un paquet de PDF chiffrés et que vous ne savez pas du tout comment les déchiffrer? Vous pouvez aussi faire ça. C'est très rapide, il suffit de faire une attaque par brute force. Vous testez toutes les positions possibles au commencer, ce qui n'est pas beaucoup puisque le pad n'est pas très grand. Ensuite, c'est un peu comme une attaque en texte en clair standard. Tous les PDF commencent par un magic qui est %PDF. Donc, vous prenez tous les bytes et vous regardez est-ce que ces 4 octets vous permettent de déchiffrer un header PDF valide. Et après ça, vous pouvez ajouter la version du fichier. Si vous savez que vous avez la bonne clé. Et on a fait ça pour tous les fichiers et on s'est retrouvé avec le texte en clair pour chacun de ces fichiers. Alors, une des choses qu'on a remarqué après avoir déchiffré ces fichiers, c'est que beaucoup d'entre eux ont des watermarks, des marques invisibles à la fin. Si vous avez écouté cette présentation sur StarOS qu'il y a eu, vous saurez qu'il y avait beaucoup de watermarks utilisés là-bas. Si vous voulez tous les détails, écoutez sa présentation. Mais pour résumer, à chaque fois qu'un fichier passe par un système StarOS, l'OS ajoute une version chiffrée du numéro de série du disque du système. Du coup, comme nous on voulait avoir ces fichiers et qu'on ne voulait pas embêter, on voulait mettre les gens en danger, on a enlevé ces watermarks qui sont à la fin. Et ça c'est plus facile à faire puisque à la fin d'un fichier PDF, il y a un marqueur qui indique que c'est la fin du PDF. Et Red Star OS ajoutait simplement ces marqueurs à la fin des fichiers. Donc on a juste pu les supprimer sans aucun problème. Donc, on a récupéré beaucoup de choses, on a regardé certaines de ces choses, certains de ces fichiers PDF, mais pas tous. Du coup, on va les publier et on va se reposer sur la communauté pour voir ce que les gens peuvent extraire de ces fichiers.
on a quand même trouvé quelque chose, mais bon, par exemple, moi, je ne parle pas coréen. Du coup, il y a beaucoup de choses encore à trouver. Il y a beaucoup de choses fascinantes dans cette archive. Pour donner quelques exemples de choses qu'on a trouvées, il y a beaucoup de types de fichiers, beaucoup de types de livres là-dessus. Il y a des livres d'éducation générale, des livres pour enfants. Et nous, ce qu'on veut, c'est quand même comprendre la technologie en Corée du Nord. Et du coup, ce qui nous intéresse le plus, c'est les livres de programmation. Alors, deux exemples qu'on a, c'est ce livre de programmation en Java, ce livre d'informatique théorique. Et je vais laisser Will parler un petit peu de l'analyse de ce qu'on a trouvé dans ces livres. Yeah, so maybe another quote from Une autre citation de Kim Jong-il est appropriée à ce moment-là. Il faut être conscient de la technologie, des nouvelles technologies d'information et de communication et connaître ses besoins. Une des choses qui ressort des livres que nous avons trouvés, et c'est assez intéressant, le premier bénéfice que nous en avons tiré est qu'on peut comprendre certains aspects de la société nord-coréenne et surtout sur ce qu'ils insistent dans le matériel éducatif. Il semble avoir été créé pour leur environnement assez spécifique. On apprend aux enfants à utiliser Red Star OS. Les livres éducatifs ont souvent été traduits. Ils suivent un programme bien précis de matériaux extérieurs. Nous avons essayé d'identifier d'où vient le matériel et parfois ça a été très rapide. Voilà un graphique qui représente, chaque colonne représente un livre. And the y-axis is the year. The bottom is when the original English version that was used seemed to come out, and the top is when the translation was released. And so what's interesting here is you see l'anglais prime au niveau des traductions. Even the same year, sometimes a couple years, pendant la même année, throughout this whole period of pendant toute une période to 2010, de 2000 à where they're 2010, putting a bunch of effort into taking fait d'énormes efforts page books, pour the torrent of trouver these des textbooks is livres for some de gigs. 200-500 pages, trouver un torrent de ce livre et essayer de faire des bonnes traductions assez rapidement. Ce sont des bonnes traductions. Parfois le code a été changé. Il y a parfois des commentaires en coréen et je pense qu'il faut reconnaître leurs efforts. Ça permet de remplir le fossé qu'il y a entre un pays assez isolé et le fait qu'ils aient des capacités informatiques assez élevées. To end, I just want to sort of give an anecdote. Pour conclure, je voudrais vous raconter une anecdote qui illustre bien l'expérimentation sociologique qui ressort de ça. And so from these educational textbooks, you start to get, I Voici think, un symbole more insight into qui veut dire Kwangmyang. Vous avez peut-être entendu parler de ce réseau social qui est utilisé. Voilà des images de Kwangmyang en 2001. Ça, c'est la version 5.1. Ça ressemble pas mal à AOL à l'époque. C'est une application à laquelle on se connectait avec un modem à l'ancienne. Ça vous donnait des documents. On peut voir que dessus, il y avait quelque chose qui correspondait à des emails, une application qui s'appelait Heson. Ça s'est utilisé pour la messagerie. On sait qu'il y avait un système de messagerie autre, on ne sait pas exactement où ça se trouve dans le puzzle. Cette chose qui tournait sur le réseau Internet interne de la Corée du Nord s'est aussi retrouvée en Corée du Sud. On a pu voir des copies de ça. Il a été dit que ça a été utilisé pour attaquer la Corée du Sud, mais c'était pas le cas. Mais on peut voir quand même des messages qui étaient échangés jusqu'en 2005. Et on peut voir qu'en Corée du Sud, ils utilisaient même le même logo en Corée du Sud à l'époque
avant qu'il passe à d'autres sites web et que ça diverge à l'époque. Une chose intéressante, c'est que ce réseau Quamyang est utilisé beaucoup pour diffuser des documents techniques. Voici une version un peu plus récente de ce site. Et ce que nous, on commence à faire, c'est qu'on commence à voir un petit peu avec ces documents qui se diffusent, c'est à quoi ressemble l'écosystème technique de la Corée du Nord. Ces documents commencent à être liés entre eux. On peut avoir des informations sur les différents groupes, sur comment ils se spécialisent. Ça nous donne des informations sur ce réseau interne, sur les environnements qu'utilisent les gens. Pour parler de l'état des choses aujourd'hui, donc ça c'est des images de 2015, ça vient du fournisseur de téléphonie mobile. Et ici, ils disent qu'ils ont les mêmes services. Ils ont sur ce poster des pubs pour leurs services qui sont avec des adresses IP internes. Et le but est de montrer aux gens que vous pouvez utiliser les systèmes que vous utilisez sur vos ordinateurs de bureau sur votre téléphone. Je pense qu'au sein de la Corée du Nord, il y a une phase de transition que je trouve très intéressante et moi, je suis très heureux que beaucoup plus de ces documents soient disponibles pour le public maintenant. Le site est up, avec le site en ligne. Il y a des documents dessus, il va y en avoir soit maintenant, soit très bientôt. Connectez-vous, téléchargez l'information. Contactez-nous sur info@koreacomputercenter.org. Cherchez trouver des choses, dites-nous ce que vous avez trouvé et diffusez-le pour le public. Je pense qu'on est à court de temps, donc on ne prendra pas de questions ici sur le stream, on prendra des questions en dehors dans le hall. Merci beaucoup.